Bonjour et j'accueille pour ce numéro hors série du Journal des Biotech et c'est avec grand plaisir que je reçois sur le plateau pour la première fois Marc de Garidel, directeur général d'Abivax. Bonjour Marc. Bonjour. Alors, Abivax, biotech introduite en bourse depuis 2015. Deuxième, et oui, il faut le rappeler, deuxième plus grosse biotech française derrière Valneva, c'est près de 640 millions d'euros de capitalisation. Et avec ce candidat médicament le plus avancé, obefazimod, en cours d'essai de phase 3 dans la rectocolite hémorragique, la RCH, on dira peut-être RCH pour faire plus court. Déjà, une première question, Marc de Garidel, que je n'ai pas pu vous poser plus tôt. On connaît votre CV, je le rappelle, pour ceux qui l'ignoreraient, Eli Lilly, Amgen, Ipsen. Voilà, prestigieux, on peut le dire. Qu'est-ce qui vous a convaincu de rejoindre l'aventure Abivax en avril dernier? C'était un peu au départ le hasard parce que j'avais la responsabilité d'un autre laboratoire aux États-Unis que j'avais pu vendre en début d'année à AstraZeneca et je comptais en fait prendre ma retraite et faire... Mais non, mais non en fait. Et voilà, et j'ai eu tort. Et en fait, voilà, c'est le fonds Sofinnova Partners qui a accompagné depuis plusieurs années la société. Qui m'a demandé de regarder un peu le dossier. Et initialement, j'étais plus prévu pour être le président de la société. Et puis en regardant ce que Abivax faisait, en interrogeant un certain nombre de grands médecins dans le domaine de la gastro-entérologie, je me suis rendu compte qu'il y avait une opportunité fantastique avec ce produit, mais qu'il fallait aller assez vite, puisque la société était rentrée effectivement dans cette phase de ce qu'on appelle le scale-up, où on doit faire ces très, très grosses phases 3. Et de mon point de vue, la société n'était quand même pas très équipée pour bien réussir cette phase 3, vu le niveau de complexité, avec vous voyez, 1200 patients, 600 centres répartis dans le monde entier, démontant une étude qui va coûter grosso modo entre 250 à 300 millions. Donc voilà, il fallait intervenir assez rapidement et donc j'ai fait le saut. Voilà. Bon voilà, phase critique, il fallait quelqu'un de compétent, d'expert sur cette phase critique. L'actualité la plus récente d'Abivax, vous l'avez dit, elle coûte cher cette étude de phase 3, c'est évidemment l'introduction en bourse au Nasdaq, un peu moins d'un mois de cette IPO. Est-ce que vous pouvez faire pour nous un premier bilan de l'opération ? Déjà, la bonne nouvelle, c'est que nous avons... Ça a fonctionné. Ça a fonctionné. C'était indispensable pour pouvoir financer cette phase 3. Donc là, on était très contents. Après, il est évident que le timing était difficile puisque les marchés sont agités, sont extrêmement nerveux. Mais bon, on avait testé, si vous voulez, auprès des investisseurs américains au mois de septembre et on sentait qu'il y avait quand même un appétit fort pour investir dans Abivax à cause de cette molécule à fort potentiel. Voilà, on aurait pu lever peut-être un peu plus d'argent, mais je suis quand même très content de cela. Et puis finalement, le cours de la bourse a été un peu chahuté à court terme, mais on voit qu'on est revenu à peu près au même niveau. Et les fondamentaux, en fait, sont excellents. D'un point de vue compétitif, on y reviendra probablement dans quelques minutes. Donc voilà. Satisfait, content en tout cas. On est content. Voilà. Bon, au-delà de l'aspect financier, je dis au-delà, il y a quand même 235 millions de dollars tout de même qui ont été levés, donc ce n'est pas négligeable. Cette opération, elle apparaît aussi comme un premier pas pour la stratégie américaine d'Abivax. Comment vous allez avancer vos pions dans ce qui reste le premier marché de la santé au monde ? Et oui, alors dans le domaine des MICI, c'est-à-dire les maladies en fait, inflammatoires de l'intestin, le marché mondial est très concentré aux États-Unis, c'est 70% du marché mondial. Donc quand on est dans un stade de développement avancé comme Abivax, il est évident qu'il faut se tourner vers l'opportunité numéro 1, vers le marché américain. Et donc du coup, ce que l'on a fait, c'est non seulement, bien sûr, il fallait lever de l'argent, mais il fallait que l'équipe dirigeante soit, si vous voulez, capable de comprendre le marché américain, de l'adresser et de parler à ses investisseurs. Et j'ai la chance d'avoir maintenant, grosso modo, la moitié de l'équipe d'Abivax dirigeante qui est assise sur les fondamentaux, sur l'équipe française qui a fait un super boulot jusqu'à présent, et puis une autre moitié qui est arrivée plus récemment, qui connaît mieux le marché américain pour en tirer le meilleur parti. Donc voilà, en ordre de bataille. Pour la suite, on le disait, l'actif le plus avancé d'Abivax, c'est obefazimod. Actif initialement axé, c'était sur le traitement du VIH, réorienté, on l'a dit, vers les maladies inflammatoires, en particulier cette fameuse rectocolite hémorragique, maladie inflammatoire chronique de l'estomac. Il y a cet essai de phase 3, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, en cours dans sa pathologie. Est-ce que vous pouvez quand même en rappeler encore une fois le contour et aussi forcément l'état d'avancement aujourd'hui ? Oui, alors peut-être
pour nos auditeurs, d'abord rappeler un peu ce que c'est que cette maladie. Donc, la rectocolite hémorragique, hein, c'est une maladie qui se manifeste généralement chez des personnes assez jeunes, puisque c'est plutôt entre 20 et 40 ans. Ces personnes vont avoir un certain nombre de symptômes, ils vont avoir du sang dans leurs selles, ils vont aller très souvent aux toilettes. Et lorsqu'on fait une endoscopie de leur intestin, on voit que dans la paroi intestinale, il y a des espèces de petits ulcères, de l'inflammation qui commencent à attaquer la paroi intestinale et qui donc génèrent tous ces désagréments. Mais aussi, on constate que ces personnes sont très fatiguées et leur vie... dégradation de la qualité de vie terrible. Voilà, et pour certaines personnes, je le citais récemment dans une autre interview, on a une personnalité française de premier plan dans le domaine scientifique qui est venue nous voir pour participer à cet essai, parce qu'aujourd'hui, elle ne peut plus faire sa mission, je dirais, scientifique. Donc c'est vraiment extrêmement handicapant. Et donc, il y a beaucoup de médicaments qui sont disponibles, mais beaucoup d'entre eux ont un certain nombre de limites. En général, ils ont pas mal d'effets secondaires, et donc, avec le temps, les patients ne peuvent pas rester sur ces traitements, ou alors leur efficacité avec le temps décroît. Et c'est là où le positionnement d'obefazimod semble idéal. C'est que dans les données qu'on a accumulées, alors c'est 250 patients, donc le chemin est encore long. Il va falloir élargir, il va falloir reprouver la même chose. Mais on voit que, si vous voulez, à 2 ans, vous avez... si vous prenez les patients qui ont commencé l'étude 2 ans avant, il y en a 1 sur 2 qui répond. Et si vous avez répondu dans les 8 premières semaines, il y en a 2/3 qui sont en rémission au bout de 2 ans. Et ça, on ne l'a jamais vu, si vous voulez, dans aucun traitement actuel. Alors justement, sur cette phase 3, on en est où aujourd'hui, à peu près ? Alors, on l'a commencé en octobre 2022 aux États-Unis. Voilà, il va y avoir 600 centres qui vont être 600 centres. Donc il y a des centres en France, il y a des centres en Europe, il y a des centres en Europe de l'Est, aux États-Unis, enfin partout dans le monde. On va commencer bientôt au Japon, en Chine, en Amérique du Sud. Vous savez, pour essayer il faut qu'on arrive à attirer ces patients dans l'étude pour avoir des résultats, on espère, donc en premier trimestre 2025. Pour la première phase de l'étude, qui est en fait ce qu'on appelle la phase d'induction, c'est qu'on mesure s'il y a une rémission au bout de 8 semaines. Et puis après, on continue à regarder le patient jusqu'à 1 an. Et ça sera la deuxième lecture de l'étude, qui sera en Q1 de premier trimestre 2026. Question qu'on se pose, vous l'avez un petit peu évoqué, Marc de Gardel, où est-ce qu'en est la concurrence sur cette indication? Quels sont, selon vous, vos plus sérieux compétiteurs à ce stade? On sait qu'il y a un produit qui vient d'être autorisé récemment par la FDA. Est-ce que ça, vous considérez que c'est potentiellement une menace pour Abivax, ou peut-être une opportunité d'ailleurs? Alors, effectivement, peut-être juste avant de répondre à cette question, aujourd'hui, lorsque vous êtes traité, grosso modo, il y a une séquence que les gastro-entérologues suivent. Premièrement, on utilise des produits génériques, on appelle les 5 ASA et les corticostéroïdes, qui sont en fait les premiers médicaments que vous recevez. Mais après, jusqu'à présent, l'étape nécessaire, c'était de passer à des produits en général injectables, voire des infusions, très efficaces encore une fois à court terme, mais avec beaucoup d'effets secondaires. Et toute l'idée d'Abivax et de certains concurrents dont je vais parler, c'était d'avoir un médicament oral qui va s'intercaler entre ces médicaments très puissants, on va dire un peu de réserve, et les médicaments de base, qui sont... Avec une efficacité qui sont OK au début, mais après, qui montrent leurs limites. Donc nous, notre positionnement, c'est vraiment d'être le premier traitement oral avant ces traitements, ces biothérapies, comme on les appelle. Alors, ce à quoi vous faisiez référence, effectivement, c'est le laboratoire Pfizer avait racheté une société qui s'appelle Arena et qui a développé un produit oral approuvé par la FDA. Mais la bonne nouvelle pour nous, si je puis dire, c'est lorsque la FDA a donné son approbation, quand on regarde l'indication et les conditions d'utilisation du produit, il y a une chose qui est ressortie qui va, nous pensons, handicaper ce produit pour être utilisé en première ligne comme traitement oral, c'est le fait que les patients vont devoir avoir passé un électrocardiogramme et c'est plus ennuyeux, un contrôle de la vision, parce que cette classe de produits, on les appelle ça les S1P, pour un produit un peu plus ancien, ont montré qu'il y avait un risque de perte d'acuité visuelle non négligeable. Et donc la FDA a dit,
comme c'est une classe qui a ce risque potentiel, les patients vont avoir à passer à travers cette étape supplémentaire. Et ça va être très compliqué, parce que les médecins nous disent, nous, s'il faut aller prescrire, aller voir un ophtalmo, voilà, où il y a des listes d'attente en plus, et puis le fait de perdre jusqu'à 30% de sa vue, c'est pas super. Hein, c'est pas super, parce que vous avez déjà une condition physique. Et nous, alors évidemment, on touche du bois, parce que c'est une fois, nous n'avons traité que 250 patients. Nous, aujourd'hui, on ne voit aucun problème au niveau de la vision, il n'y a aucun risque. La seule chose qu'on voit sur notre produit, c'est que pendant la première semaine de traitement, on a un peu des maux de tête, mais qui se résorbent avec le temps et qui ne gênent pas l'utilisation du produit potentiellement. Mais du coup, vous pensez que la FDA, là aussi, je me projette un petit peu, tant pis, pourrait se dire, finalement, étant donné les résultats qui sont produits, s'ils venaient être confirmés par cette phase 3, pourrait justement vous absoudre de faire ce test, c'est ça? C'est un peu ce que vous pensez? Oui, parce que nous, on n'a pas de manip pour l'instant. Dans les patients qu'on a suivis, on n'a aucun impact sur la vision. On suit bien sûr, mais pour l'instant, il n'y a aucune. Donc le positionnement, quand on regarde le rapport efficacité effet secondaire, qui est toujours un peu le curseur, le curseur de choix des médecins, des prescripteurs. Voilà, aujourd'hui. Encore une fois, il faudra le démontrer dans notre phrase 3. Aujourd'hui, on est admirablement placé et je pense qu'on est, sur les données en tout cas publiées, on est le traitement potentiellement de référence du futur. Bon, traitement de référence potentiellement du futur. En tout cas, premier trimestre de la phase d'induction, on l'a dit, premier résultat de la phase d'induction au premier trimestre 2025. Il y a aussi cette volonté d'Abivax de lancer une étude de phase 2A dans la maladie de Crohn. On comprend bien pourquoi, maladie inflammatoire chronique du tube digestif. On se dit, effectivement, ça a complètement du sens. La question est de savoir si vous attendez d'avoir déjà des résultats de phase 3. Ça veut dire finalement, voilà, on concentre les efforts sur la phase 3 et on lance quelque chose au premier trimestre 2025 ou peut-être après, ou si ça pourrait se faire concomitamment, peut-être dès l'année prochaine. Alors, on va commencer une première petite étude, on appelle une proof of concept, c'est pour essayer de voir à la dose de 50 mg, qui est la dose la plus élevée qu'on avait testée, qu'on a choisi de tester dans la phase 3, dans la rectocolite hémorragique. Ce qu'on va regarder, c'est, on va prendre environ une centaine de patients et on va comparer avec le placebo dans la maladie de Crohn, de voir si on voit... se passe quelque chose. Voilà, s'il se passe quelque chose. Alors, maladie de Crohn, il faut en tenir compte, maladie qui est plus sévère que la rectocolite hémorragique, parce qu'en fait, elle n'est pas uniquement dans l'intestin, mais elle est dans toute la paroi digestive, comme vous le disiez. Et en plus, elle n'est pas dans la paroi, je dirais, superficielle, dans le stroma de la paroi intestinale, elle est aussi à l'intérieur. Donc, il faut des médicaments en général qui soient plus puissants. Et ce qu'on espère, c'est que justement à notre dose la plus élevée, on va avoir un impact. Mais il va falloir le démontrer. Bon, déjà une proof of concept, et puis on verra après pour l'étude de phase. Et normalement, les résultats de cette proof of concept sera fin 2025, donc avant, en fait, intercalé entre l'étude d'induction et l'étude à 1 an. Là aussi, peut-être que j'en demande trop, mais est-ce qu'il y a d'autres, au-delà de ces deux études, d'autres indications dans lesquelles vous vous dites, tiens, ce serait intéressant de positionner obefazimod Alors, vous réfléchissez? Oui, absolument, parce qu'en fait, pour vous expliquer, l'obefazimod, c'est un régulateur en fait, de l'inflammation. C'est-à-dire qu'il stimule une molécule qui, en fait, mesure, si vous voulez, l'inflammation qui existe et dans votre système. Et lorsque il y a une dysrégulation de votre système inflammatoire, cette MIR-124, comme on l'appelle, intervient pour réduire l'inflammation. Donc ça peut s'appliquer à beaucoup d'autres... Voilà. Après, comme on le disait, aujourd'hui on n'a pas beaucoup d'argent. On a déjà financé. On va déjà se concentrer sur là où apparemment, en tout cas, l'impact pourrait être très important. Mais l'année prochaine, effectivement, on reviendra vers les investisseurs pour donner des idées de développement futur de la molécule au-delà des maladies, des MICI, des maladies inflammatoires de l'intestin. Bon, vous avez déjà un petit peu anticipé sur ma dernière question, parce que j'allais y venir justement à l'échelle d'une biotech, le premier trimestre 2025. C'est presque demain. En tant qu'investisseur, c'est beaucoup plus long. Qu'est-ce que vous allez pouvoir communiquer au marché dans cet intervalle, justement ? Je pense qu'on va communiquer encore, on va avoir des présences importantes dans les 2 grands congrès de gastrologie. Il y aura des nouvelles données qui seront présentées. On est aussi en train de regarder, si vous voulez, à un stade préclinique, donc chez l'animal, les combinaisons, puisque
comme vous le savez, si on fait un parallèle avec le monde de l'oncologie, aujourd'hui, lorsque vous avez un cancer, de plus en plus, on combine différentes sortes de traitements avec des mécanismes d'action différents. Et là, ce que les gastro-entérologues nous ont dit dans les derniers grands congrès, ils nous ont dit, votre produit, il semble semble se marier très très bien parce que vous avez une durée d'action qui semble être très longue. Oui. Il y a d'autres médicaments qui sont très rapides mais qui dont l'effet est limité dans le temps. Et donc regardez les combinaisons. Donc ce qu'on va faire, c'est évidemment avant d'engager des études chez l'homme, c'est commencer dans les modèles animaux, regarder si oui ou non il y a des synergies ou pas, et puis éventuellement faire des. Donc on espère qu'on pourra publier quelques résultats déjà précliniques dans le domaine des combinaisons dans le cours de l'année 2024. Voilà, des données additionnelles. Et donc ce cap qui est fixé au premier trimestre 2025 pour cette étude de phase 3 dans la RCH. Merci beaucoup Marc de Gardel pour ces explications et ce point de situation complet sur Abivax. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est fini pour ce numéro hors série du Journal des Biotech, mais on se retrouve dès mercredi prochain pour un nouveau numéro. À très bientôt.